13 février 2017. L'aéroport international de Kuala Lumpur grouille de voyageurs et de bruit. Une matinée typiquement chargée. Parmi la foule, Kim Jong-nam, le demi-frère aîné du leader de la Corée du Nord, se dirige tranquillement vers son vol pour la Chine, passant inaperçu de presque tout le monde. Mais deux jeunes femmes ont les yeux rivés sur lui. Elles s'approchent, semblant joueuses, jusqu'à ce que l'une couvre ses yeux par derrière, et l'autre tend la main dans un mouvement d'une fraction de seconde. Cela ressemble à une farce. Mais en quelques secondes, Kim Jong-nam titube, la douleur et la panique sur le visage, alors qu'il cherche de l'aide. Que vient-il de se passer dans ce terminal? Qui sont ces femmes? Et pourquoi ont-elles choisi Kim Jong-nam? Était-ce aléatoire ou quelque chose de bien plus sombre? C'est plus qu'un meurtre, c'est une toile d'intrigue et de tromperie qui va ébranler le monde. En février 2017, Kim Jong-nam, le demi-frère aîné du leader de la Corée du Nord, se trouve à l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, prêt à reprendre l'avion pour la Chine où il vit. Il marche comme n'importe quel voyageur ordinaire, cherchant simplement son vol. Mais ce que Kim Jong-nam ne sait pas, c'est que deux femmes l'attendent. L'une est indonésienne, elle s'appelle Siti Aja. L'autre est vietnamienne, elle s'appelle Doan Thai Vong. Les caméras de sécurité les capturent toutes les deux en train de suivre Kim dès qu'il entre. Puis, de nulle part, les deux femmes s'approchent derrière lui. L'une d'elles couvre ses yeux, presque comme une farce. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Elle frotte rapidement quelque chose sur son visage et s'enfuit. Kim Jong-nam réagit immédiatement. Il ressent une douleur et quelque chose qui brûle sur son visage. Il se précipite vers la sécurité de l'aéroport, pointant son visage, clairement en détresse. Il sait que quelque chose ne va pas. Il pense que c'est du poison. Les agents de sécurité l'aident à rejoindre l'équipe médicale. Mais les choses empirent rapidement. Il devient étourdi, se sent malade et peut à peine marcher. Les médecins font de leur mieux. Mais en moins d'une heure, Kim Jong-nam est mort. La nouvelle de la mort de Kim Jong-nam se répand rapidement. Et le monde se demande comment et pourquoi cela s'est passé en plein jour, dans un aéroport bondé. Soudain, tout le monde regardait la Malaisie et attendait de voir ce que les autorités allaient faire ensuite. La police malaisienne est passée à l'action, commençant immédiatement une enquête complète. Les experts médico-légaux ont bientôt confirmé ce que beaucoup craignaient. Kim Jong-nam avait été empoisonné. Mais ce n'était pas n'importe quel poison ordinaire, c'était du VX, l'une des armes chimiques les plus mortelles jamais créées. Le VX est si dangereux qu'il est interdit dans presque tous les pays du monde. Juste une petite quantité peut tuer en quelques minutes. Maintenant que la cause du décès était claire, la police s'est concentrée sur la découverte de qui l'avait fait. Heureusement, les caméras de sécurité de l'aéroport avaient tout capturé. Il était évident que les deux femmes vues dans les images étaient derrière l'attaque. Après l'attaque, les caméras ont montré les deux femmes se précipitant aux toilettes pour se laver les mains. C'était un indice important. Elles semblaient savoir à quel point le VX était dangereux. Les experts disent que si vous vous lavez les mains pendant au moins 15 minutes, le poison ne traverse généralement pas votre peau. Mais si le VX touche vos yeux, votre nez ou votre bouche, c'est mortel. Il entre dans le sang presque instantanément. C'est exactement ce qui est arrivé à Kim Jong-nam. La police malaisienne avait maintenant ses suspects et elle agissait rapidement. Mais avant de plonger plus profondément dans l'enquête, faisons un pas en arrière et regardons la famille Kim, l'une des familles les plus secrètes et puissantes du monde. Tout a commencé avec Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, et le grand-père de Kim Jong-un. Après sa mort, son fils Kim Jong-il a pris le relais et a continué à construire l'image de la famille comme quelque chose de presque sain. En Corée du Nord, les gens ont appris que la famille Kim était choisie par le destin,
et quiconque n'était pas d'accord l'apprenait à ses dépens. Les Kim ont isolé la Corée du Nord et ont gouverné avec un contrôle total. Kim Jong-il, le père, a épousé une actrice célèbre. Et de ce mariage, Kim Jong-nam est né, le même homme qui fut plus tard assassiné en Malaisie. En tant que fils aîné, Kim Jong-nam était attendu pour être le prochain leader. Mais les choses ont changé quand Kim Jong-il s'est remarié, cette fois avec une danseuse célèbre, et ils ont eu un autre fils, Kim Jong-un, 10 ans plus jeune que Kim Jong-nam. La mère de Kim Jong-un était déterminée à ce que son fils hérite du pouvoir. Elle a travaillé dur dans l'ombre, utilisant son influence pour pousser Kim Jong-un vers l'avant. Cela a aidé que Kim Jong-nam ait eu des problèmes avec le système nord-coréen. En 2001, il a été pris au Japon en essayant de visiter Tokyo Disneyland avec un faux passeport. Pour la Corée du Nord, c'était un énorme embarras, surtout parce que Disney est vu comme un symbole de l'Amérique, l'ennemi de la Corée du Nord. Certains disent même que la mère de Kim Jong-un a informé les autorités japonaises pour faire paraître son rival sous un mauvais jour. Après ce scandale, Kim Jong-il a perdu confiance en son fils aîné. Kim Jong-nam a été discrètement mis de côté et il a finalement quitté la Corée du Nord pour la Chine, ne voulant rien avoir à faire avec le régime. Il s'y est installé, vivant loin de la politique. Quand Kim Jong-il est mort en 2011, Kim Jong-un est devenu leader à seulement 25 ans. Beaucoup doutaient qu'il puisse gérer le travail, mais il a rapidement montré qu'il était encore plus dur que son père. Il a changé les choses, amélioré certains domaines et a essayé de gagner les gens, mais il a aussi éliminé quiconque menaçait son pouvoir, allant jusqu'à faire exécuter son propre oncle. Kim Jong-un a clairement fait comprendre « Défiez-le et vous êtes fini ». Pendant que Kim Jong-un gouvernait la Corée du Nord, Kim Jong-nam voyageait à travers l'Asie de l'Est et du Sud-Est, vivant une vie tranquille. Mais parfois, il apparaissait dans des interviews et faisait des commentaires contre le régime de son frère. Et peut-être est-ce ce qui en a fait une cible et a préparé le terrain pour ce qui s'est passé à Kuala Lumpur. Kim Jong-nam n'est pas resté silencieux sur ses opinions. Dans les interviews, il a dit que la Corée du Nord ne devrait pas être gouvernée par une seule famille et que le pays se porterait mieux s'il s'ouvrait au monde extérieur. Il a aussi questionné comment son frère plus jeune était arrivé au pouvoir, disant que ce n'était pas vraiment légitime. Ces commentaires n'ont pas plu à Kim Jong-un. Même s'il ne l'a jamais dit publiquement, le régime nord-coréen voyait Kim Jong-nam comme une menace. Il n'était pas juste n'importe quelle critique. Il était le fils aîné, et dans un système où le pouvoir est hérité, cela le rendait dangereux. D'autres pays, surtout la Chine, l'ont remarqué aussi. Kim Jong-nam vivait en Chine. Et bien que la Corée du Nord et la Chine aient une relation forte, la Chine veut quand même garder son propre contrôle. Si Kim Jong-un perdait jamais la faveur de la Chine, son frère pourrait être utilisé contre lui. Pour Kim Jong-un, l'existence même de son frère était un risque. Mais le tuer en Chine serait risqué. La Corée du Nord dépend de la Chine et tout problème avec eux pourrait être un désastre. Alors, le régime a dû attendre le bon moment, quelque part en dehors de la Chine. Il y avait même des rapports de tentatives d'assassinat ratés avant la Malaisie. Selon les renseignements sud-coréens, Kim Jong-nam avait une fois écrit une lettre à son frère, lui demandant d'arrêter les attaques et promettant qu'il ne voulait pas de pouvoir. Mais cela n'avait pas d'importance. Tant que Kim Jong-nam était vivant, Kim Jong-un le voyait comme un problème. Finalement, les agents nord-coréens ont trouvé leur chance à l'aéroport de Kuala Lumpur. L'assassinat a réussi, mais la Corée du Nord a nié toute implication. Moins d'une semaine après l'assassinat de Kim Jong-nam, le chef de la police malaisienne a tenu une conférence de presse. Il a annoncé que les 2 femmes vues dans les images de sécurité de l'aéroport avaient été arrêtées. Dong Tae-ong,
une femme de 28 ans du Vietnam, et Siti Aja, une femme de 25 ans d'Indonésie. Il a dit que l'enquête était toujours en cours. La police a aussi révélé qu'il y avait 8 autres suspects, tous liés à la Corée du Nord. Certains de ces suspects étaient en fait des employés de l'ambassade nord-coréenne, parce que la Malaisie était l'un des rares pays avec une ambassade nord-coréenne. 4 de ces suspects ont été vus à l'aéroport pendant l'assassinat, et ils ont rapidement quitté la Malaisie juste après. Les 4 autres sont restés en Malaisie, mais la police croit qu'ils étaient aussi impliqués dans la planification. Nous reviendrons sur ces 8 suspects plus tard. Pour l'instant, l'attention était sur les 2 femmes qui ont exécuté l'attaque. Après leur arrestation, la nouvelle a atteint les familles des filles. Les 2 familles étaient choquées. La famille de Siti Aja, en Indonésie, ne pouvait pas le croire. Son père était à des funérailles quand il a reçu la nouvelle. Il est rentré chez lui pour découvrir que sa fille avait été arrêtée en Malaisie, accusée de meurtre du frère du leader de la Corée du Nord. Il a dit que sa fille avait eu une vie difficile, passant d'un travail à l'autre, mais il n'avait jamais pensé qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose comme ça. La même incrédulité a frappé la famille de Dong Tae-hong au Vietnam. Ils savaient qu'elle essayait de devenir actrice et travaillait dans un restaurant, mais l'idée qu'elle puisse être impliquée dans un assassinat politique était impensable. Son père a insisté qu'elle était une bonne personne et ne pouvait pas imaginer qu'elle fasse quelque chose comme ça. Pendant que leur famille essayait de comprendre la nouvelle, l'attention du monde s'est tournée vers la Corée du Nord. Le gouvernement nord-coréen a nié toute implication, mais presque tout le monde croyait qu'ils étaient derrière l'assassinat, agissant sur les ordres de Kim Jong-un. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les autorités malaisiennes ont identifié 8 suspects nord-coréens liés à l'assassinat. 4 d'entre eux étaient à l'aéroport quand c'est arrivé, mais ils ont rapidement quitté la Malaisie juste après. Les 4 autres sont restés et 3 d'entre eux ont été arrêtés. Le premier suspect arrêté était un chimiste nommé Ri Jong-chol, supposé être celui qui a fabriqué le poison. Le second était un officiel de l'ambassade nord-coréenne en Malaisie. Le troisième était un employé de la compagnie aérienne de la Corée du Nord. Tous les 3 ont été détenus pour interrogatoire sur leur rôle dans le complot, surtout le chimiste, puisque fabriquer un poison mortel comme le VX nécessite une connaissance d'expert. Ces arrestations ont causé une énorme réaction. L'ambassadeur nord-coréen en Malaisie a tenu une conférence de presse devant l'ambassade, accusant la Malaisie de blâmer la Corée du Nord sans vraie preuve et exigeant la libération des hommes arrêtés. En réponse, la Malaisie a expulsé l'ambassadeur nord-coréen du pays. Les choses ont rapidement escaladé. La Corée du Nord a alors interdit à tous les Malaisiens en Corée du Nord, y compris l'ambassadeur malaisien et le personnel de l'ambassade, de quitter le pays, les transformant effectivement en otages. La crise diplomatique s'est tendue dans les jours qui ont suivi. Après quelques négociations difficiles, les 2 pays ont conclu un accord. La Malaisie a accepté de libérer les suspects nord-coréens et la Corée du Nord a permis aux Malaisiens dans leur pays de rentrer chez eux. La Corée du Nord a aussi demandé que le corps de Kim Jong-nam leur soit renvoyé, et la Malaisie a accepté, voulant garder leurs citoyens en sécurité. Une fois les suspects nord-coréens libérés, ils ont été immédiatement rapatriés. Après que les autorités malaisiennes ont laissé partir les 3 suspects nord-coréens, seules les 2 femmes, Siti Aja et Doan Tae-hong, sont restées pour faire face aux accusations. Les 2 femmes ont été assignées à des cabinets d'avocats séparés en Malaisie pour les défendre. Leurs avocats ont commencé à creuser pour comprendre comment ces 2 jeunes femmes avaient fini par être jugées pour meurtre, parce que l'histoire n'avait pas de sens. Ni Siti ni Doan n'avaient de lien avec la Corée du Nord ou d'antécédents criminels. Quand le procès a commencé, l'un des premiers témoins était un expert gouvernemental en armes chimiques nommé Raja. Il a expliqué à la cour à quel point le poison VX est mortel.
C'est l'agent neurotoxique le plus dangereux connu. Et même une seule goutte peut tuer une personne si elle entre dans son sang. Raja a dit que juste toucher la peau n'est pas toujours suffisant pour tuer quelqu'un. Si vous la lavez rapidement, vous pourriez survivre. Mais si le VX entre dans vos yeux, votre nez ou votre bouche, c'est presque toujours fatal. Il a aussi révélé que des traces du poison ont été trouvées sur les vêtements de Siti et Do-han. Cela expliquait pourquoi Kim Jong-nam est mort, mais les deux femmes pas. Elles ont dû se laver les mains assez rapidement pour éviter que le poison entre dans leur corps. Les avocats de la défense ont argumenté qu'une telle substance ne pouvait pas être manipulée par des gens ordinaires et que les vrais cerveaux avaient déjà été autorisés à quitter la Malaisie. Ils ont affirmé que les deux femmes avaient été trompées, ne sachant pas ce qu'elles faisaient réellement. Pourquoi devraient-elles être tenues responsables quand les gens qui ont planifié et préparé tout avaient été libérés? Les procureurs ont insisté que les deux femmes savaient qu'elles utilisaient du poison, parce que les images de caméra montraient les femmes gardant leurs mains loin de leur visage et allant directement aux toilettes pour se laver, des signes clairs qu'elles savaient que la substance était dangereuse. Mais la défense a riposté. Si elles savaient vraiment à quel point c'était dangereux, auraient-elles risqué de la toucher et de la voir sur leur propre peau et vêtements? Cela n'avait pas de sens. Alors, quelle est la vraie histoire? Comment ces deux femmes ont-elles fini au centre de l'un des assassinats les plus choquants du monde? Commençons par l'histoire de Siti Aja, la femme indonésienne. Après son arrestation, Siti a tout raconté à ses avocats. Elle a expliqué que la police avait soudainement fait irruption dans son appartement et l'avait arrêtée. Elle était choquée, confuse et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Pendant l'interrogatoire, la police lui a demandé où elle était le 13 février, le jour de l'assassinat. Siti a répondu qu'elle avait été à l'aéroport. Ils ont demandé avec qui elle était et elle a dit « Mon patron, Monsieur Chang ». Quand ils ont voulu le contacter, elle a essayé d'appeler, mais son téléphone était éteint. C'est alors que la police a commencé à la presser. « Êtes-vous un espion? Qu'avez-vous fait pour tuer l'homme à l'aéroport ?» La confusion de Siti n'a fait que grandir. Elle a insisté. « Je n'ai tué personne. Je n'ai rien fait. » Mais alors ils lui ont dit « Vous êtes impliqué dans le meurtre du frère du leader nord-coréen. » Siti pensait qu'il plaisantait. Elle a dit qu'elle filmait une vidéo, qu'elle travaillait avec une compagnie qui faisait des vidéos de farce. Elle croyait vraiment qu'elle faisait partie d'une équipe créant du contenu inoffensif pour les réseaux sociaux. Son avocat a dû lui faire comprendre. C'est sérieux. Quelqu'un est mort. Ces gens avec qui vous travaillez ne faisaient pas de vidéos de farce. Ils vous ont piégé pour un meurtre et vous avez été prise au milieu. L'histoire de Siti Aisyah est tout aussi déchirante. La vie en Indonésie était dure pour elle. Elle avait du mal à trouver un travail stable et après beaucoup de recherches, elle a finalement décroché un travail dans une petite usine de vêtements. Le travail était dur, avec de longues heures et un faible salaire. Finalement, elle a épousé le propriétaire de l'usine et quand elle n'avait que 17 ans, elle a eu un enfant. Mais son mariage s'est rapidement effondré. Son mari l'a quittée et a pris leur enfant avec lui. Se sentant comme si elle n'avait pas d'avenir en Indonésie, Siti a décidé de tenter sa chance en Malaisie, espérant une vie meilleure. Mais les choses ne sont pas devenues plus faciles. Elle a fini par travailler dans un centre de massage, un travail qu'elle n'aimait vraiment pas. Désespérée de trouver une sortie, elle était prête à saisir presque n'importe quelle opportunité qui se présenterait. C'est alors qu'elle a rencontré un homme nommé James, l'un des 8 suspects nord-coréens, et très probablement pas son vrai nom. Siti a rencontré James par son travail. Il prétendait être japonais et disait qu'il travaillait pour une compagnie de production vidéo, cherchant des filles pour jouer dans leurs vidéos. Il lui a offert un travail et n'ayant rien à perdre, Siti a accepté. La même chose s'est passée avec Do-han Thi-hong. Do-han a dit à son avocat qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant au Vietnam pendant 3 ans
Mais elle rêvait toujours de devenir actrice ou célébrité. Elle postait souvent des photos en ligne et travaillait parfois comme mannequin pour gagner de l'argent supplémentaire. Un jour, un collègue du restaurant a appelé et a demandé si Doan voulait travailler avec une compagnie qui faisait des vidéos de farces et drôles. Doan était intéressée, alors elle est allée rencontrer un homme, l'un des suspects nord-coréens qui a plus tard fui le pays. Il s'est présenté comme Monsieur Rui. Il lui a offert 1 000 $ par mois pour apparaître dans ses vidéos, une somme énorme pour elle. Et c'était une chance d'être devant la caméra exactement comme elle le voulait. De plus, Doan avait déjà apparu dans des vidéos de farce qui avaient été filmées des mois avant l'assassinat. Ces vidéos, qui peuvent encore être trouvées en ligne, sont devenues partie de sa défense légale. Ses avocats ont argumenté qu'elle croyait genuinement qu'elle participait à une autre farce inoffensive. Les histoires des deux femmes avaient un fil conducteur similaire. Elles étaient des gens ordinaires avec de grands rêves, trompés par des étrangers promettant de l'argent facile et la célébrité. Aucune d'elles n'avait idée qu'elle était utilisée comme pion dans un complot d'assassinat international. Selon l'histoire de Siti et Doan, chacune a été recrutée des mois avant l'assassinat par différents hommes représentant deux compagnies séparées. Rappelez-vous, ce recrutement s'est passé bien avant l'opération. Pendant ces mois, elles ont été entraînées sous le prétexte de vidéos de farce. Par exemple, cet homme James donnait de l'huile pour bébé à Siti, la mettait sur ses mains et lui disait que la farce était de s'approcher furtivement derrière des étrangers et d'étaler ça sur leurs yeux comme une surprise. Siti demandait si c'était censé être drôle, et James répondait que ces choses sont drôles au Japon, et lui demandait de faire exactement ce qu'il disait. James payait Siti 100 $ pour chaque jour de tournage. Pour elle, c'était de l'argent bien gagné pour un travail qui était un peu embarrassant mais simple et rapide, et définitivement mieux que l'endroit où elle avait travaillé avant. Alors elle a commencé à faire ce qu'elle croyait être des farces inoffensives, quand en fait c'était des répétitions pour un assassinat. Elles ont continué comme ça pendant des mois, prétendant filmer des vidéos de farce. Une chose qui a aidé les avocats de Siti plus tard était qu'elle avait l'habitude de filmer et poster sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux, y compris des images avec les vidéos de James où il apparaît clairement à la caméra. Mais il y avait un problème. James parlait à peine anglais, ce qui explique comment une nouvelle personne est entrée en scène, quelqu'un appelé Monsieur Chang, un autre des 4 qui ont plus tard fui l'aéroport. Son rôle était principalement celui d'interprète. Il parlait indonésien, japonais, anglais et probablement coréen aussi, suggérant qu'il pourrait avoir été un agent de renseignement. James et Monsieur Chang ont promis à Siti qu'elle voyagerait dans différents pays pour tourner plus de farces, deviendrait une actrice célèbre et gagnerait encore plus d'argent. Siti avait déjà commencé à imaginer cette nouvelle vie et était prête à faire tout ce qu'il demandait. De l'autre côté, l'expérience de Doan a suivi un schéma très similaire. Elle a été recrutée par un homme connu sous le nom de Monsieur Rui, l'un des 4 suspects nord-coréens. Monsieur Igri a commencé à l'entraîner à faire des farces, mais il a poussé les choses encore plus loin. Il a rendu l'apparence et la sensation réelle. Certaines de ces vidéos, qui sont encore en ligne, montrent Doan exécutant des farces qui semblent complètement authentiques, pas juste de la pratique mise en scène. Au fil du temps, Monsieur Ig a présenté Doan à un autre homme qu'il appelait son patron. Quand elle a demandé son nom, Monsieur Ig lui a dit de l'appeler Hanamori. Après ça, Monsieur Ig s'est concentré sur lui enseigner une farce spécifique, la farce de couvrir les yeux, juste comme James l'a fait avec Siti. Il lui a même donné de l'huile pour bébé à mettre sur ses mains et l'a emmenée à un aéroport au Vietnam pour pratiquer, voulant qu'elle s'habitue à l'environnement de l'aéroport. Il y a des images réelles des caméras de l'aéroport vietnamien montrant Doan exécutant ses farces. Dans une vidéo, on peut la voir approcher un homme par derrière et couvrir ses yeux, pendant que quelqu'un filme à distance, très probablement Monsieur I. Après, Doan s'excuse, disant «
« Oh, désolé, je pensais que vous étiez quelqu'un que je connais. » Tout cela faisait partie de son entraînement, lui faisant croire qu'elle participait simplement à une autre farce inoffensive. Quand les avocats de Doan ont plus tard examiné son historique de messages avec M. Y, ils ont découvert des preuves de coaching détaillées. Dans un échange, M. Y l'a critiqué pour ne pas avoir gardé ses mains fermement sur les yeux de la cible pendant une farce précédente, mentionnant que son patron était mécontent de sa performance. Il a souligné l'importance de la précision, l'instruisant de tenir ses mains fermement sur les yeux de la cible pendant plusieurs secondes pour assurer une meilleure réaction à la caméra. Doan a reconnu ses instructions et a accepté de s'améliorer. Le jour suivant, ils ont filmé une autre farce à l'aéroport du Vietnam. Cette fois, Doan a exécuté exactement comme elle avait été entraînée, tenant ses mains sur les yeux de la cible plus longtemps. Monsieur Y a plus tard confirmé que sa performance répondait à ses attentes. Ces interactions montraient un schéma clair d'entraînement et de préparation. Les criminels instruisaient soigneusement Doan pour que quand le temps viendrait d'utiliser le poison, elle suivrait leur direction parfaitement, maximisant les chances d'une attaque réussie. Pendant ce temps, les renseignements nord-coréens surveillaient étroitement Kim Jong-nam, attendant l'opportunité parfaite. Quand ils ont découvert qu'il voyagerait en Malaisie, ils ont pris la décision d'exécuter l'attaque pendant son voyage de retour. Vu leurs ressources, découvrir les détails de son vol n'était probablement pas difficile. Dans les jours précédant l'arrivée de Kim Jong-nam, les agents ont commencé à préparer les deux femmes directement à l'aéroport de Kuala Lumpur. Siti a passé 3 jours à l'aéroport à pratiquer des soi-disant farces dans l'endroit exact où l'attaque aurait lieu. Elle a même posté des vidéos de l'aéroport, fournissant à ses avocats des preuves cruciales, puisqu'il n'aurait pas de sens pour un criminel d'enregistrer et partager des images de la scène du crime et de leur propre entraînement. De même, Doan a documenté ses propres activités en ligne, partageant ses voyages et sa vie quotidienne. Les deux femmes ont laissé derrière elles une trace numérique claire, que les enquêteurs ont plus tard décrite comme une empreinte numérique. Cette preuve, ironiquement, a fait plus pour soutenir leur innocence que pour prouver leur culpabilité. Le 13 février 2017, le jour de l'opération, les deux équipes étaient en position. Les images de surveillance ont capturé 2 agents nord-coréens. Hana Mori, identifié par sa chemise violette, et un autre homme utilisant le nom Oh Jong-gil, tous deux supposés être des officiers de renseignement et plus tard parmi les 4 qui ont rapidement quitté le pays. Les 2 autres agents, connus sous les noms de M. Wadi et M. Chung, ont chacun été assignés pour guider une des femmes. À l'aéroport, Siti a été vue assise dans un café avec M. Chung, qui a souligné que le tournage d'aujourd'hui était spécialement important et a mentionné qu'il y aurait d'autres participants impliqués. Siti semblait détendue, riant et bavardant, donnant l'impression qu'elle était soit complètement à l'aise, soit genuinement inconsciente de ce qui était sur le point de se passer, croyant que c'était juste une autre vidéo de farce. En même temps, M. Wadi est resté avec Doan, soulignant aussi l'importance du tournage du jour et lui disant qu'il y aurait de nouvelles personnes impliquées, la convainquant davantage que tout cela faisait partie d'une production vidéo régulière. Les 2 femmes ont été soigneusement manipulées, piégées pour exécuter l'attaque, sans réaliser la réalité mortelle derrière. Vers 9 heures, Kim Jong-nam est arrivé à l'aéroport, se préparant à embarquer sur son vol de retour pour la Chine. Le groupe impliqué dans l'opération était déjà en position. Hana Mori, positionné directement en face de l'entrée principale, a été le premier à remarquer l'arrivée de Kim Jong-nam et a discrètement informé le reste de l'équipe. Alors que Kim se déplaçait dans le terminal, Siti et M. Chung attendaient hors de vue derrière un pilier proche, prêts à agir dès qu'ils recevraient confirmation de Hana Mori que leur cible était en place. M. Chung a instruit Siti de cibler l'homme au manteau gris, Kim Jong-nam, qui se démarquait dans la foule. Il lui a donné une fiole contenant la substance toxique, déguisée en huile pour bébé, et l'a soigneusement appliquée sur ses mains,
Alors que Kim Jong-nam passait près d'un pilier, Siti l'a suivi de près, se préparant à exécuter ce qu'elle croyait être une autre farce inoffensive. En même temps, M. Wai et Do-han étaient positionnés à proximité. M. Wai avait déjà placé le même poison sur les mains de Do-han, l'instruisant de regarder Siti et répéter ses actions. Do-han a observé alors que Siti tendait la main et couvrait les yeux de Kim Jong-nam par derrière. Surpris et confus, Kim s'est retourné, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un avait touché son visage. Le plan reposait sur l'utilisation de 2 femmes, afin d'assurer qu'assez de poison entre en contact avec le visage de Kim, garantissant que la substance mortelle entre dans son flux sanguin et que l'assassinat soit efficace. Après que les 2 femmes aient été en contact avec Kim Jong-nam, il a rapidement senti que quelque chose n'allait pas. Détressé et effrayé, il s'est retourné brusquement, réalisant qu'il était sous attaque. Pendant ce temps, les 2 femmes, saisies par la panique, se sont précipitées dans différentes directions, chacune se dirigeant vers des toilettes séparées pour se laver les mains, croyant que la substance était de l'huile pour bébé inoffensive. Quand elles ont réémergé, elles ont instinctivement cherché les hommes qui les avaient recrutées. Siti a cherché M. Chang et Do-han a cherché M. Wai, mais les 2 gestionnaires avaient déjà disparu. En même temps, 4 hommes impliqués dans l'orchestration de l'attaque, identifiés comme M. Wai, M. Chang, Hana Mori et Oh Jong-il, ont été pris par les caméras de sécurité entrant dans les toilettes de l'aéroport, où ils ont changé leurs vêtements et altéré leurs apparences. Après, ces 4 se sont reconnectés avec 2 autres Nord-Coréens, un employé d'ambassade et un travailleur de compagnie aérienne, tous 2 qui seraient de plus tard détenus puis relâchés. Les officiels de l'ambassade et de la compagnie aérienne ont aidé à organiser le départ rapide des agents de l'aéroport. Les 4 planificateurs principaux ont quitté la scène paraissant détendus et contents, rassemblant leurs affaires et embarquant sur un avion hors de Malaisie. Leur route d'évasion les a menés d'abord en Indonésie, puis Dubaï, ensuite en Chine et finalement de retour en Corée du Nord. En conséquence, les architectes principaux de l'opération ont réussi à échapper à la capture, pendant que les 3 hommes initialement arrêtés, le chimiste, l'officiel de l'ambassade et l'employé de la compagnie aérienne, ont été plus tard relâchés suite à la pression diplomatique de la Corée du Nord. Quant à James, l'homme qui avait d'abord approché Siti et s'était fait passer pour un recruteur japonais, il a disparu sans laisser de traces et n'a jamais été vu à l'aéroport pendant l'assassinat. À la fin, le cas en Malaisie s'est centré uniquement sur ces 2 femmes. Pour leurs avocats, il était clair qu'aucune des femmes n'avait de motif pour commettre un tel crime, et il n'avait pas de sens que tout le blâme tombe sur elles quand elles avaient été manipulées et trompées. Les enjeux étaient extrêmement élevés. Si condamnés de meurtre en Malaisie, la punition était la mort par exécution. Les avocats voyaient ce résultat comme profondément injuste. Cependant, l'accusation maintenait une position très différente. Ils argumentaient que, indépendamment des circonstances, ces 2 femmes étaient celles qui avaient physiquement exécuté l'attaque et devaient faire face aux conséquences. L'accusation insistait que les 2 femmes étaient pleinement conscientes qu'elles manipulaient du poison. Leur cas reposait lourdement sur les images des caméras de sécurité, qui montraient les femmes marchant avec leurs mains tenues loin de leur corps. Un comportement que l'accusation interprétait comme preuve qu'elles savaient que la substance était dangereuse et voulaient éviter le contact avec leur peau ou vêtements. Ces images sont devenues une partie centrale de l'argument de l'accusation en cours. En contraste, les femmes ont expliqué que leurs mains avaient simplement une sensation huileuse et une odeur étrange, les menant à se laver immédiatement pour éviter d'avoir la substance sur elles ou leurs vêtements. Mais l'accusation ne s'en souciait pas. Il était évident qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire, quelqu'un pour payer pour un assassinat si audacieux sur le sol malaisien. Ils n'allaient pas laisser l'affaire se terminer sans aucune condamnation.
Les équipes de défense étaient pleinement engagées à prouver l'innocence des femmes, investissant un effort significatif dans leur cas. Ils ont collecté chaque pièce de preuve possible, des dossiers numériques aux images vidéo, et ont soigneusement documenté les antécédents des deux femmes avant leur implication avec les recruteurs nord-coréens. Pendant 2 longues années, les avocats de la défense ont travaillé sans relâche en cours pendant que Siti et Do-han restaient en détention, faisant face à l'incertitude de leur futur. Malgré leurs efforts, la situation semblait sombre au début. Tout au long du procès, le juge a fait des remarques qui révélaient son scepticisme sur les affirmations des femmes et l'idée que l'incident était juste une farce. Il a répétitivement questionné si ce qui s'est passé à l'aéroport pouvait être considéré comme amusant, pointant qu'une vraie farce implique du plaisir, qui était clairement absent de ce cas. Ses commentaires suggéraient qu'il n'était pas convaincu par les arguments de la défense, jetant une ombre sur les procédures. Le 10 mars 2019, les événements dans la salle d'audience ont pris un tournant inattendu. Les procureurs ont annoncé que toutes les charges contre Siti Aïsia étaient abandonnées et aucune nouvelle charge ne serait déposée. Le juge, pris par surprise, n'a eu d'autre option que d'ordonner sa libération immédiate. Après avoir passé 2 ans en garde à vue, Siti est sorti de la salle d'audience en souriant, finalement libre. Pendant ce temps, le cas de Do-han Thi-hong a continué inchangé. Les charges contre elle sont restées, largement à cause du lobbying fort du gouvernement indonésien qui a mené à la libération de Siti. En contraste, le Vietnam n'a fait aucun effort diplomatique significatif pour sécuriser la liberté de Do-han, probablement à cause de leur relation continue avec la Corée du Nord. La prochaine audience de Do-han a eu lieu le 1er avril 2019. Ce jour-là, l'atmosphère dehors le tribunal était tendue, alors que les journalistes se rassemblaient, tous attendant d'entendre le résultat. La présence d'officiels de l'ambassade vietnamienne, incluant l'ambassadeur, soulignait la signification du cas pour le Vietnam. En Malaisie, des règles strictes gardaient les caméras et reporters hors de la salle d'audience, alors les médias attendaient dehors, impatients de toute mise à jour. L'humeur a changé quand Do-han est apparue du tribunal, visiblement soulagée et souriante. Bien qu'elle reste en garde à vue et ne soit pas libérée sur le coup comme Siti, il était clair que le résultat était inattendument positif pour elle. Plus tard, son avocat a adressé la presse qui attendait et a expliqué la situation. Le tribunal avait rejeté l'accusation de meurtre contre Do-han, mais elle avait plaidé coupable à une offense moindre, causé volontairement du mal avec des moyens dangereux, et a reçu une sentence de prison de 3 ans. Bien que la sentence ne soit pas un acquittement complet, c'était un résultat bien meilleur que ce qu'elle avait initialement fait face. À la fin, Do-han n'a pas purgé la sentence entière. Elle a été libérée environ 1 mois après le verdict. Do-han est retournée dans son pays, le Vietnam, entourée de caméras, avec des dizaines de journalistes l'attendant à l'aéroport. Tous les yeux étaient sur elle. On pourrait dire qu'elle a finalement obtenu la célébrité qu'elle cherchait, mais définitivement pas de la façon qu'elle voulait ou aurait jamais pu imaginer. Elle est retournée dans son pays et sa famille. Et la même chose s'est passée avec Siti alors qu'elle retournait en Indonésie et est retournée chez ses parents. Et ainsi, au moins, l'histoire de ces 2 femmes s'est terminée avec une fin heureuse.